Red Clamp, South Fox, H-Town, Master, Top Gun, BXP, Sweat. His first punt today. And it's a big one. Wow, look at this. Une nouvelle étape se termine dans cette saison de la draft avec le Combine qui avait lieu donc ce week-end. Ce Combine nous a offert des confirmations, des surprises et aussi le 40 yards avec la moyenne la plus rapide de l'histoire. Alors salut à tous et bienvenue chez le Punter. Alors avant d'analyser ce qu'on a vu pendant 4 jours, parlons un peu news parce qu'il y a pas mal d'infos. Le début de la nouvelle saison s'approche, la free agency aussi. Le 11 mars, ça sera la saison 2026 officiellement. Alors 2 joueurs cette semaine, ou la semaine dernière plutôt, ont reçu le franchise tag. C'est George Pickens des Cowboys et Kyle Pitts des Falcons. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont rester la saison prochaine, mais en attendant, les deux franchises, en signant, en appliquant le franchise tag à ces 2 joueurs, ils s'assurent plusieurs semaines et plusieurs mois de marge pour négocier un nouveau contrat à long terme. Parlons directement donc Combine, commençons par la minute éducative. Retour de la minute éducative parce qu'il faut un peu expliquer ce qu'est le Combine, d'accord ? Alors le Combine c'est cette année 327 joueurs en fait qui viennent du college football, du football universitaire, mais qui sont éligibles pour joindre la NFL en fait. Donc, beaucoup de joueurs ont été invités, pas tous, parce qu'on parle de plus de milliers de joueurs qui seraient qualifiés pour jouer à NFL. Sauf que la NFL en a invité 327, et en fait, pendant 4 jours, ces joueurs-là vont être mis par position, et ils vont être soumis à une ribambelle de tests, que ce soit visite médicale, que ce soit test cognitif, que ce soit entretien avec les franchises, mais aussi des exercices sur le terrain. Alors on a plusieurs ateliers, on va dire qu'il y a des ateliers communs. Ces ateliers communs, ce sont des exercices physiques surtout, comme le sprint des 40 yards, les sauts à longueur sans élan, la détente verticale, les 3 cônes, le développé couché, les shuttles. Et après, on va dire qu'il y a des exercices par position. Par exemple, le quarterback, il va avoir plusieurs ateliers de passes courtes, passes longues, dans les angles, bref. Les running backs, eux, ça va être des ateliers de changement de direction, d'agilité, mais aussi de réception de passes. Les wide receivers, les tight ends, eux, c'est surtout les tracés. Et le gauntlet, qui est un exo que j'adore, en fait, le gauntlet, vous voyez les images, c'est en fait, on va dire, c'est une course horizontale sur la ligne médiane. Et ils vont devoir capter des ballons, en fait, des lancers qui leur viennent des 2 côtés, tout en gardant une certaine vitesse, d'accord ? Ils ne le font pas en marchant non plus. Les linemen offensifs, eux, ils font les exercices de miroir, protection de passe et d'autres. Les defensive linemen, les linebackers, eux, c'est des pass rush, exercices de couverture, changement de direction. Alors que pour les arrières défensifs, c'est plutôt exercices de marche arrière, changement de direction et aussi des ball skills. Alors il y a beaucoup de critiques sur le Combine. Certains disent que ça ne sert à rien. En fait, c'est un produit, c'est pour l'audience. Ceux qui font dans les ateliers, c'est pas transférable en match. Bref, le sprint 40 yards sans les pads, sans le casque, sans les protections, ça n'a rien à voir avec un vrai match. D'ailleurs, les joueurs ils ne courent presque jamais en ligne droite. Toutes ces critiques, on va dire, tout ça, ce n'est pas faux, mais pour moi, ça reste un outil utile pour juger les joueurs. Les interviews, les examens médicaux, les examens cognitifs, les ateliers sur le terrain. Ça permet de voir peut-être un athlétisme qui n'est peut-être toujours pas visible pendant un match. Ça permet aussi à des joueurs qui viennent d'universités plus modestes ou moins médiatisées de se montrer un peu plus et peut-être de rentrer dans le radar d'une franchise. À mon avis, le Combine, il prouve aussi la motivation, la soif de réussir d'un joueur, si l'on se penche sur l'effort que certains mettent dans leur préparation pour cet événement.
Et le Combine, c'est aussi une conglomération de dirigeants, de recruteurs, des 32 franchises NFL, mais aussi d'agents de joueurs. Et la légende urbaine veut que beaucoup de transactions aient lieu lors de ce Combine. Comme vous le savez, dans une dizaine de jours, il y a l'agence libre, la free agency qui démarre. Et il y a une période de legal tampering. C'est une période légale pour contacter un joueur. Cette année, c'est le 9 mars. Sauf que l'on sait très bien que beaucoup de négociations débutent lors de ce Combine. Alors pour parler du Combine, il y aurait tellement de choses à dire qu'on va quand même essayer d'être assez bref, précis. Donc on va essayer de parler en fait d'un joueur par position, un joueur qui nous a impressionné. Au poste de quarterback, c'est Tylen Green. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas, mais Tylen Green, c'est un joueur qui vient d'Arkansas, les Razorbacks, la terrible conférence SEC. Alors lui, il a battu tous les records pour un quarterback ce week-end. Le mec, il fait 2 mètres. Il a réalisé un saut vertical de 110 cm, un saut en longueur de 3,41 m et il a couru les 40 yards en 4 secondes 36. C'est des chiffres extraordinaires. C'est bien meilleur que Anthony Richardson qui lui avait éclaboussé il avait démontré tout son talent physique, ses qualités physiques il y a 3 ans de cela. Après, le lancer, c'est pas son point fort. On voit que il prenait bien son temps pour lancer. Il y avait le bon footwork, sauf que des fois la coordination, qu'il a fallu aller un peu plus vite, la coordination pied-jambe, bras, c'était pas la meilleure. Mais bon, il a quand même prouvé des qualités athlétiques très intéressantes. Et je pense que beaucoup d'entraîneurs ont commencé à saliver devant ses qualités et devant un joueur aussi athlétique. Je pense qu'avec cette performance, il va grimper de quelques places dans la hiérarchie des quarterbacks. Chez les running backs, un autre joueur d'Arkansas, c'est Mike Washington. Mike Washington qui, lui, il a couru un magnifique 40 yards en 4 secondes 33. Alors, c'est pas le meilleur temps de tout ce combine, hein, mais il faut savoir que courir 40 yards en 4 secondes 33 quand on pèse 100 kilos, c'est pas mal. C'est pas mal. C'était d'ailleurs le chrono, c'était le meilleur temps de tous les running backs cette année. Il a aussi réalisé un beau saut vertical de quasiment 1 mètre. Le saut en longueur sans élan, ce qu'ils appellent le broad jump, 3,35 m. C'était exceptionnel pour un joueur de cette morphologie. Il a un tel effort de sa part qu'on le voit après les ateliers, il fondait en larmes. Une très belle prestation qui, je pense, pourrait le replacer vers le 3e tour de la draft. Chez les receveurs, on a une autre fusée, c'est Zachariah Branch, le receveur de Georgia. Alors lui, il est très loin de faire partie des meilleurs prospects à ce poste. Hein. C'est vrai que la cuvée de receveurs cette année est très très bonne. Il est assez petit, 1m76, donc forcément ça pose beaucoup de questions. Mais après, sa performance samedi, elle a dissipé tous les doutes sur sa capacité à devenir à moyen terme un très bon joueur NFL. D'abord, le sprint, 40 yards, 4 secondes 35, c'est très bon. Après, il a été très très performant dans le gauntlet. Il a exhibé toute sa fluidité, son équilibre du corps. Non, attention, je pense qu'il a impressionné les recruteurs et attention, il pourrait très bien être un choix du 2e tour. Alors chez les Titans, on va parler des 2 principaux prospects, les 2 stars, Kenyon Sadiq et Ellis Towers. Alors eux, ils sont vraiment pas passés inaperçus. Déjà, physiquement, on les voit de loin. Towers, il est très grand. Lui, d'abord, Towers, il faut savoir que c'est un quarterback qui a été reconverti tight end lors de son cursus universitaire. Et lui, lors de ce combine, il a établi 2 records. Un saut, une détente verticale de 115 cm, c'est un truc de fou, et un saut en longueur sans élan de 3,44 m. Des chiffres qui, à mon avis, vont convaincre une franchise de le prendre dès le 2e tour. Parce que là, ça prouve une explosivité, un athlétisme hors du commun. Sadiq, lui, il a été à la hauteur des attentes, le 40 yards en 4 secondes 39. Il a été très bon dans les sauts aussi.
Ils ont pas, lui ni Star Wars, ils n'ont pas participé aux autres ateliers. Aux ateliers, le gauntlet, tout ça, ils n'ont pas participé. De toute façon, il n'avait pas besoin de ça, Sadik, parce que lui, il va être au premier tour, quoi qu'il arrive. La ligne offensive, alors il y a un beau bébé de 1m97 pour 146 kg qui nous a impressionné. C'est le tackle offensif de Arizona State, les Sun Devils, Max Iheanacho. Comme on a dit, un beau bébé, 146 kg, et il a couru le 40 yards en 4 secondes 91. C'est simplement impressionnant. On connaissait sa puissance, hein, mais je pense que peu connaissaient sa capacité, ou ses capacités athlétiques en tout cas. Ce qui prouve une nouvelle fois l'importance et l'utilité de ce combine, parce que entre ce qu'il a montré sur le terrain cette année avec son équipe et sa performance lors du combine, je crois que là le premier tour pour lui c'est fait quoi. Je pense pas qu'il descende du premier tour. On passe de l'autre côté du ballon, chez les défenseurs. Alors on va commencer par la ligne défensive. Il y a 2 joueurs qu'on attendait et ils n'ont pas déçu là non plus. Ce sont les tackles défensifs, Caleb Banks de Florida, les Gators, et TJ Parker de Clemson. Alors Caleb Banks, il y a beaucoup de doutes parce que lui, il avait manqué beaucoup la saison dernière, une grave blessure au pied. Mais là, il a montré aux ateliers de saut que sa blessure au pied c'était guéri et qu'il allait mieux quoi, qu'il n'y aurait aucun problème pour lui à NFL. TJ Parker, lui, dans la lignée de son très bon Senior Bowl, il a fait un très bon combine. et regardez le 42 yards en 4 secondes 68, pas mal pour un mec qui pèse 110 kilos. Là aussi, je pense que ces 2 joueurs seront pris au premier tour. Chez les linebackers, alors là on a le freak, le monstre physique de ce combine, c'est Sonny Styles. Sonny Styles, c'est le fils d'un ancien linebacker, Lorenzo Styles Jr. Lui, on le voyait, Sonny Styles, comme un possible top 10, top 12 de la draft. Mais là, ce qu'il a fait sur le terrain ce week-end, c'était assez impressionnant. Déjà, il est super grand, il fait presque 2 mètres. Il fait 120 kilos, je crois 130 kilos, il a des très longs bras. Mais regardez, avec ce gabarit, il a couru le sprint en moins de 4,5 secondes. C'est impressionnant. Une détente verticale de plus d'1 mètre 10, ou presque. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Après, il faut savoir qu'il était safety à l'origine. Il a débuté safety et après il a été placé en linebacker. Mais avec ce qu'il a montré sur le terrain lors de ses exercices de pliométrie et après lors de tous les ateliers, là je pense qu'il pourrait monter dans le top 10, pourquoi pas top 5, hein. Attention, rien n'est à écarter. Les cornerbacks, alors on a un qui nous intéressait, pas forcément connu de tous, mais il a eu une très bonne saison, c'est Chris Johnson de San Diego State. Il y avait des doutes sur sa vitesse longue. Sauf que là, sur le 40 yards, il a fait 4 secondes 40. Je pense que là, il a dissipé tous les doutes. Hein, et sa valeur elle va continuer à augmenter. Déjà, mensuration très très bonne pour un cornerback. 1m84, 87 kg. Il a montré que sa marche arrière était super fluide. Il se retournait très rapidement. Il a capté plusieurs ballons sur l'atelier de ball skills. Il a des mains solides. Je pense que globalement, il a eu l'entraînement ou les prestations les plus impressionnantes parmi les cornerbacks. Donc je pense que, attention, je ne vais pas dire qu'il va terminer au premier tour, mais je pense qu'il s'est replacé dans la hiérarchie des cornerbacks. Finissons avec les safety. Alors c'est vrai que cette année, il y a un groupe particulièrement talentueux hein, dans cette QV. Il y en a un, c'est Dylan Thieneman de Oregon. Lui, il a continué à booster ses chances d'être dans le premier tour. Hein. Parce que là, il a fait un sprint éclair, il a fait de très bons sauts et il a prouvé qu'il était très rapide et surtout très explosif. Et c'est vrai que derrière Caleb Dunn, c'est une petite bataille pour savoir qui va être le deuxième safety de prix. Et je pense que là, Thieneman, il a pris l'avantage sur McNeil Warren de Toledo,
qui a lui des mensurations qui font rêver les recruteurs. Il est super grand, super costaud, mais après, sa performance dans les ateliers, c'était plutôt moyen. Hein. C'était plutôt moyen. Il y a d'autres joueurs aussi dont on pourrait parler. Il y a Ty Simpson. Il était très attendu, lui. Bon, il a pas brillé, il n'a pas été fantastique, il a été bon. Il n'a pas eu de gros ratés. Et je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour assurer sa place de deuxième quarterback derrière Mendoza. Et probablement en fin de premier tour. Hein. Il a fait des bons lancers, il était précis, le timing était bon, le footwork était bon. Et il a surtout prouvé que sa blessure aux côtes, il s'était blessé aux côtes contre Indiana pendant les playoffs. Il a montré que il était guéri là aussi de cette blessure. Petite note humoristique pour terminer. Alors, il y a un prix honorifique qui aurait pu être donné à Jake Rodriguez, le linebacker de Texas Tech, le prix de la plus belle moustache. Après, par contre, s'il y avait un prix du plus bel homme, ça devait revenir à Jennings Dunker, parce que lui, il aurait mérité un prix. Pour le magnifique combo coupe mulet, moustache, en plus roux, lui, il aurait mérité un prix. Finissons avec un peu de college football. College football, alors là, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. En coulisses, ça bouge pas mal. Et là, on a lu cette semaine une info comme quoi Donald Trump pourrait intervenir pour sauver le college football. Alors ce vendredi, en fait, Trump il va organiser une table ronde à la Maison Blanche. Il y aura une trentaine de personnalités qui sont plus ou moins proches du college football, pour discuter des nombreux problèmes et de l'avenir de ce sport. Alors à première vue, cette info elle semble un peu bizarre, parce qu'on peut se demander que vient faire le président des États-Unis dans cette affaire, et qu'il a surtout mieux à faire en ce moment, et d'autres priorités. Alors la raison est simple. Déjà, si on regarde l'organisme qui gère tout ça, la NCAA, c'est un zombie. Ils n'ont plus aucun pouvoir, plus aucune influence, ils ont perdu tout le prestige qui leur restait. Ils sont totalement dépassés par un business qui s'est développé et professionnalisé très vite, ou même trop vite. La NCAA, elle est aussi éreintée par les multiples poursuites judiciaires et procès à son encontre depuis plusieurs années. Le sport est devenu une totale anarchie. Les commissionnaires du Power 4, ils se plaignaient depuis des mois et ils demandaient l'intervention des politiciens et du Congrès. Les commissionnaires, donc, Jim Phillips de la ACC, Brett Yormark du Big 12, Tony Petitti du Big 10 et Greg Sankey de la SEC, eux, forcément, ils sont les instigateurs de ce panel, de cette réunion, donc ils feront bien partie de cette réunion. Et ils seront accompagnés par d'autres personnalités, telles que le milliardaire Cody Campbell de Texas Tech, des directeurs sportifs comme Pete Bevacqua de Notre-Dame, et des anciens entraîneurs aussi comme Nick Saban et Mac Brown et Urban Meyer, le président des New England Patriots, Jonathan Kraft, Condoleezza Rice. Vous connaissez son nom, c'est une ancienne ministre sous George Bush. Elle est désormais membre du comité de sélection des playoffs de la NCAA. Il y aura aussi des anciens joueurs, Tim Tebow, légende des Florida Gators, et Charlie Ward, qui lui, c'est un sportif universitaire qui brillait au foot et au basket. Il y aura aussi d'autres conviés qui, eux, n'ont pas forcément à voir avec le football directement. On aura le président des New York Yankees, Randy Levine, le golfeur Tiger Woods, Adam Silver, le commissionnaire de la NBA, et le président des deux principaux médias diffuseurs, qui sont Eric Shanks de Fox Sports et Jimmy Pitaro de ESPN. Alors ça fait beaucoup de monde, beaucoup de VIP, on va dire. Pas sûr que ce beau monde ne règle tous les problèmes qui touchent le college football en une journée. Mais en tout cas, quand on regarde la notoriété des invités, des participants, ça prouve l'importance de ce sport. Enfin, surtout un business qui génère désormais des milliards de dollars chaque saison.